si aujourd'hui, ce qu'on appelle les garde-fous d'une démocratie sont affaiblis, les garde-fous deviennent de facto les citoyens qui se mobilisent et qui descendent dans la rue et qui disent « ça ne peut pas passer ». Je pense qu'on est évidemment en pleine hystérie. Personne ne va atteindre à la démocratie, aux droits de l'homme. Tout ça, c'est parfaitement ridicule. Le moment est venu de faire les réformes constitutionnelles attendues depuis des dizaines d'années pour ramener à Israël l'équilibre entre les pouvoirs. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Le député Tzvika Fogel de Otzma Yehudit a estimé que Yair Lapid et Benny Gantz devraient être arrêtés pour trahison à la patrie. Quant à l'ancien député Yair Golan, il a appelé une rébellion civile de grande envergure. Le débat politique s'est enflammé cette semaine autour de la question de la réforme juridique, pas seulement. Réforme juridique présentée par le ministre Yariv Levin. Alors, jusqu'où peut aller la contestation des partis de l'opposition et de quelle manière cette contestation doit-elle avoir lieu? Comment la majorité doit réagir face à ce mouvement de protestation? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités pour le débat de la semaine sur Studio Kalita. Et nos invités sont Amir Weitman, président du groupe des libéraux au Likoud. Amir, bonjour. Bonjour. Et nous sommes aussi avec David Banichou, qui est consultant en environnement et qui est membre fondateur des démocrates mobilisés. Vous allez nous dire peut-être dans quelques instants de quoi il s'agit. David, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer avec vous, David, et parler justement des manifestations qui ont eu lieu samedi soir et des manifestations qui vont avoir lieu aussi samedi soir prochain à Tel Aviv. Je suppose que vous étiez à ces manifestations et je voudrais vous demander est-ce que vous n'avez pas été choqué par certaines scènes. On dit qu'il y avait des photos de ministres en SS, des choses comme ça. Est-ce que cela ne vous a pas dérangé ? Alors, moi, je suis assez dubitatif puisqu'effectivement, j'ai suivi les informations ensuite. Moi, ce que j'ai vu, il y a toutes sortes de pancartes. Franchement, des ministres en tenue SS, j'en ai pas vu. Je vous rappelle juste pour la petite histoire qu'en 1995, dans les manifestations emmenées par Benjamin Netanyahou, il y avait effectivement Rabin en tenue de SS. Donc, mais moi, j'ai pas vu personnellement, et je comprends pas pourquoi ça défrait la chronique, puisque j'étais dans la manifestation, dans la marche, et je n'ai pas vu ces pancartes. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une polémique autour du drapeau palestinien. Oui. J'en ai vu effectivement un. C'est pas l'objectif, puisque la mobilisation actuelle, elle est bien focalisée sur la question du changement de régime au travers de ce changement de cette loi, de cette réforme de la justice. Donc, je comprends que dans les mouvements de manifestation, des voix divergentes s'expriment, ce qui n'empêche en rien le fait de reconnaître que nous avons un gros problème avec l'occupation de 3 millions de Palestiniens. Mais ceci étant, cette mobilisation-là, elle est centrée de façon très précise sur cette réforme juridique. Voilà. Et vous ne sentez pas qu'il y a quand même une certaine violence, que la violence a monté d'un échelon, en tout cas cette semaine, ces derniers jours? Il y a de toute évidence des violences qui se renvoient en miroir. Moi, premièrement, je ne suis pas pour prendre des armes. Je vais pas défendre le fait de parler d'une guerre fratricide ou d'une guerre civile. On n'est pas à cet endroit du tout. Donc, il y a des propos qui vont, à mon avis, un peu trop loin. Mais ce sont des violences qui se renvoient en miroir. Il y a aujourd'hui, dans ce gouvernement, dans les annonces qui ont été faites, des représentations, des positions qui sont extrêmement violentes. Durant les négociations des accords de coalition, il y a des propos qui ont été tenus, il y a des choses qui sont extrêmement violentes, qui n'appartiennent pas à la société israélienne et qui viennent d'une toute petite minorité avec lequel, justement, on a Amir qui est avec nous, qui représente les libéraux, qui évidemment, je pense, n'est absolument pas d'accord avec le fait qu'on puisse dire à un médecin, effectivement, tu as le droit de choisir tes patients selon ton orientation morale, spirituelle, que sais-je. Hein, je vous rappelle quand même, ils sont tenus par le serment d'Hippocrate. Donc, lancer ce genre d'annonce, c'est extrêmement violent pour une partie de la société. Ça renvoie le message. Nous sommes la majorité et nous allons écraser d'une main de fer
toutes les minorités, Oh. et on commence par la communauté LGBT, et puis on va continuer avec les Arabes. Vous avez vu ce qui s'est passé hier, Oui. lorsqu'on annonce la Coupa Trolim, la directrice de la Coupa Trolim a refusé de donner le soin à un ouvrier en règle, un ouvrier palestinien qui était en règle, qui s'était blessé. Donc vous voyez, même si c'est pas été voté, on vient encourager des choses qui sont illégales, qui sont immorales, surtout qu'il était, c'est pas un terroriste, c'est un gars qui est venu bosser, qui tous ses papiers étaient en règle. Donc, si vous voulez, il y a là quand même des représentations extrêmement violentes. Je parle pas des orthodoxes qui chérissent évidemment les propositions de l'extrême droite avec l'arrêt des travaux le Shabbat et avec le fait d'imposer des cacheroutes, avec Ouais. etc. On va- Donc, il y a quand même le sentiment d'une espèce de totale arrogance, du fait que c'est la misère qui se jette sur le pauvre monde. On va prendre les postes, on en a rien à faire de 50% de la population, on en a rien à faire de 50% ou un peu moins 48% de la Knesset, et on va faire ce qu'on veut. Alors, on va demander à Amir Weitman ce qu'il pense, hein, parce que justement, ce que dit David, c'est qu'en fait, il y a une certaine arrogance de la part du gouvernement israélien, de certains membres du gouvernement israélien, car justement, ils sentent qu'ils ont une force et qu'ils veulent imposer cette force à une autre partie de la population. Vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et non seulement je ne suis pas d'accord, mais je pense qu'on est en pleine hystérie. Enfin, c'est complètement délirant. C'est d'ailleurs un problème parce que c'est la poursuite en fait de l'hystérie générale dans laquelle le pays se trouve plongé depuis maintenant plusieurs années. En tout cas depuis 2019 de toute façon, mais qui fait qu'on n'arrive plus à avoir une discussion sensée et normale sur aucun sujet quasiment. C'est ça qui est grave. Évidemment qu'il n'est pas du tout question de porter atteinte à qui que ce soit. Personne n'a une intention pareille. Les changements constitutionnels que le Likoud veut amener par l'intermédiaire du ministre de la Justice, Yariv Levin, non seulement ne sont pas du tout ne vont pas du tout dans cette direction, mais au contraire, ce sont des changements qui vont renforcer la démocratie, qui vont renforcer le pouvoir de la Knesset et qui vont en effet ramener l'équilibre entre les pouvoirs, qui a été depuis maintenant une bonne trentaine d'années, comment dire, où le système est devenu déséquilibré parce que le système juridique israélien a pris un pouvoir de manière abusive, et tout le monde le sait. D'ailleurs, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Lapid, par exemple, qui maintenant parle comme si voilà, la démocratie était en danger, il disait exactement la même chose, mais mot pour mot, hein, en 2013, 2014, 2015. Et la seule chose qui lui a fait changer d'avis, c'est le fait qu'il ait perdu plusieurs élections dans l'intervalle et qu'il pense que, du point de vue politique, ça le sert d'avoir changé d'avis, c'est tout. Mais quand vous regardez ce que lui-même disait publiquement dans des interviews, dans des discours, il disait exactement la même chose. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Le problème non, mais une minute. Donc, le problème constitutionnel, c'est un vrai problème. Moi, je suis sur le principe d'accord que ce genre de changement devrait, dans l'idéal, se faire avec un large consensus public. Oui, bien sûr. Ce serait l'idéal. Mais d'un autre côté, si on n'arrive pas, parce qu'on ne peut plus avoir une discussion dans ce pays normal, eh bien, je pense qu'il faut quand même faire ces changements pour la simple et bonne raison que personne n'a donné d'autorisation à Aaron Barak et à ses sbires dans les années 90 pour faire la révolution juridique. Personne ne lui a donné Si. Non, il a inventé de toutes pièces une base juridique qui n'existait pas d'ailleurs avant. Et d'ailleurs, le chef de la Cour suprême, le juge Landau, qui était quand même, qui était probablement, qui est d'ailleurs un juriste qui était bien supérieur à Aaron Barak. Il n'y a même pas de comparaison entre les deux. A lui-même décrit 10 ans avant ou 15 ans avant que Barak soit même à la Cour suprême, il a décrit la doctrine juridique
de Aaron Barak comme étant une doctrine juridique dangereuse qui allait finir par. C'est pas moi qui le dis. Alors, on va laisser répondre David sur ce point, mais je voudrais quand même qu'on reparle après de la légitimité justement de cette protestation ou de certaines déclarations qui ont été faites. Juste, David, si vous voulez répondre rapidement sur le point de Amir. Un des grands partenaires de cette révolution juridique, c'est Claude Klein, spécialiste en droit constitutionnel français, donc il faut quand même le savoir. Et d'autre part, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, et c'est ça s'est fait dans le consensus à droite et à gauche. Il y a eu un débat. Alors évidemment, ce débat il a été un petit peu mis sous le boisseau puisqu'on est dans un contexte de l'assassinat de Rabin, etc. Mais attention, la droite et la gauche. Non, mais Amir, il y a une chose qui est sûre, et c'est ça qui m'a beaucoup étonné. Lorsque Netanyahou était sur le point de terminer ses accords de coalition, il s'est exprimé sur cette réforme en expliquant deux choses. Que la première, il fallait passer par ce qu'on appelle Chok HaChakika. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une des choses qui affaiblit aujourd'hui le pouvoir démocratique, c'est le fait que nous n'ayons pas une loi fondamentale qui organise la façon de légiférer. Par exemple, je pense que là-dessus on pourrait être d'accord, que voter une loi fondamentale à 61, c'est-à-dire la majorité simple, c'est une hérésie de mon point de vue, et je pense que beaucoup en discutent. Concernant la loi de contournement, lorsqu'on pose en premier acte le fait de faire une réforme de Chok HaChakika, c'est-à-dire de la façon dont on légifère, alors à ce moment-là, on peut réfléchir à une loi de contournement, effectivement, à 70, 74, d'ailleurs là-dessus, que ce soit Guidon Sarr, que ce soit Victor Lieberman, sont d'accord pour que le débat soit ouvert. Ce qui me pose problème, c'est que, et puis Netanyahou va évoquer le fait de le faire à l'été prochain. Ce qui me pose problème, et je ne comprends pas comment Netanyahou, qui a toujours été finalement quelqu'un relativement équilibré dans ses positions, laisse aujourd'hui, de façon décomplexée, toutes les positions les plus radicales, et celle de Lévin en est une. Donc aujourd'hui, on est en train de décider que les conseillers juridiques sont juste des conseillers comme ça, que ce sont des postes Misra et Moon, je sais pas comment dire en français, de confiance, et on va pouvoir organiser d'une certaine manière l'action sans prendre en considération les points de vue des conseillers juridiques. Je vous rappelle juste que je travaille avec des villes, avec des mairies, et je peux vous dire que dans les appels d'offres, je travaille essentiellement sur des appels d'offres. Imaginez ce que ça veut dire que un maire va décider d'appel d'offres qui va arranger son beau-frère, sa belle-sœur, et je vous rappelle que Derry est encore pris dans une affaire avec l'armée, avec Tsahal, sur un appel d'offres concernant la cache-route. Donc, attention, on est en train de toucher à des choses qui ont une influence sur toute la société. Donc oui, si une réforme est nécessaire, je pense que par certains aspects, elle est nécessaire, mais elle doit être faite sur la base d'un consensus beaucoup plus large et pas de façon aussi radicale. Alors, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est l'état de violence dans lequel on est en train de vouloir mettre à genoux la Cour suprême et le système juridique en Israël pour que le politique, le gouvernement et même pas la Knesset, le gouvernement puisse faire tout ce qu'il a envie de faire. Alors, donc, je voudrais je voudrais recentrer le débat quand même, parce que c'est le thème du débat, c'est justement sur ce sentiment de violence, ce sentiment ce vent de violence qui s'ouvre un peu sur l'échiquier politique israélien. Et je voudrais vous demander justement, Amir, puisque vous avez parlé justement de certaines déclarations, on va pas empêcher de soigner certaines personnes, etc. Alors c'est vrai que on n'imagine pas qu'on va arriver à ce genre de situation, mais les déclarations ont quand même été faites. Et c'est peut-être là, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu regrettable qu'on arrive à cette situation où... Quelles déclarations ont été faites? La déclaration, par exemple, de Orit Struk sur le fait qu'un docteur ou qu'un hôtel aurait la possibilité de ne pas recevoir certaines personnes selon leur croyances. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Orientation sexuelle. Non, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Et c'est ça le problème que j'ai fondamental, le problème fondamental que j'ai avec le discours public, c'est que les gens disent n'importe quoi. Alors, allez-y, expliquez-nous ce qu'elle a dit. Expliquez-nous ce qu'Orit Struk a dit, alors. Alors, il faut être très précis parce que c'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'on lui a fait dire, c'est pas ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas qu'un docteur pourrait refuser de donner un traitement, un service, un traitement à quelqu'un, par exemple, parce qu'il est arabe. Ce qu'elle a dit, c'est qu'un docteur pourrait ne pas donner un service. Donc, pas indépendamment du client. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donnons un exemple très concret. OK? Il y a par exemple comment dire, des opérations, puisqu'on parle de ça, c'est très à la mode, l'histoire de transgendre. Bien. Alors, est-ce qu'on peut forcer un docteur de faire une opération pareille? La réponse est qu'aujourd'hui, on peut pas, il est évident que personne ne va forcer un docteur à faire une opération de ce genre. Bien, maintenant, la loi, en fait, ce qu'elle dira, c'est que dans un cas pareil, eh bien, on ne pourra pas forcer un docteur à faire une telle opération de ce type. Ce qui, de toute façon, n'existe pas dans la Amir, réalité. mais oui, Amir, je suis désolé, mais c'est pas un exemple, c'est pas un exemple. Le C'est système pas aujourd'hui l'exemple. permet. Non, c'est pas Non, un mais exemple. mais si, c'est exactement ça l'exemple dont on parle. Non, Par non. exemple, pour donner un autre exemple, ok, concret, qui n'est pas dans le domaine de la médecine, mais par exemple, est-ce que comment dire, un oulam smachot, Une salle de fête. voilà, une salle de fête pourra refuser de célébrer Un mariage homosexuel. mariage homosexuel, entre guillemets. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, dans le cas actuel de la législation israélienne, il ne peut pas refuser. Eh bien, moi, je suis un libéral. Eh bien, les libéraux, ça fait partie de l'idéologie libérale classique, c'est de dire que les prestataires de services ont le droit, parce que c'est leur service, ils ont le droit de choisir quel service ils donnent. Par conséquent, nous avons toujours pensé ça, c'est tout ce que les libéraux le disent depuis toujours, que c'est anti-libéral de forcer un prestataire de service, dans l'exemple qu'on a donné, une salle de fête, à organiser un mariage qui va contre sa conscience. Parce que moi, par exemple, je suis un orthodoxe. Si j'étais le propriétaire d'une pareille salle, eh bien, peut-être que je n'aurais pas envie que dans ma salle, parce que c'est ma salle, si j'étais le propriétaire, eh bien, se déroule une cérémonie pareille. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas donner, de service à des gens comme ça, mais j'ai le droit de choisir le type de service que je veux donner en tant que président. Non, David. C'est dommage parce que la discussion, c'est pas dans le sens où Olivier voulait l'emmener. C'est exactement dans ce sens. Non, mais c'était par rapport. Non, mais David, ce que toi tu dis non, c'est très bien, mais c'est ça la loi c'est de ça qu'on parle. Non, mais alors, écoute. On va laisser répondre David. On va laisser répondre David. Allez-y. Amir, moi je veux bien qu'on dise bon, il y a une exagération de la presse, c'est pas tout à fait le propos qui a été tenu, mais il y a quand même des faits. Les faits, c'est que vous avez aujourd'hui en Israël un nombre tout à fait considérable de sociétés, en premier lieu la banque Discount, qui se sont élevées contre ces pratiques en disant nous allons boycotter tout lieu qui mettrait en place ce genre de discrimination. Maintenant, il faut être concret, Amir. Lorsqu'on veut mettre en place une loi, il faut voir dans quelle mesure elle est relativement raisonnable. La question, c'est est-ce que vous pouvez amener aujourd'hui un nombre de jurisprudences tel que n'importe quelle personne, que ce soit arabe, homosexuel ou autre, a attaqué des salles, des hôtels pour pas avoir été reçu. Donc, quand on a un problème de société, aujourd'hui, le secteur privé n'est pas empêché. Amir, le secteur privé n'est pas empêché d'avoir ses choix, ses publics. Je suis désolé. Là, on est en plein marché libre. Donc, c'est pas de ça dont il est question. La vraie question. Mais non, Amir, non. C'est pas, le simple fait de le dire, vous avez vu la répercussion immédiate, sans même qu'il y ait une loi, c'est le lendemain à la Clalit, quelques jours après, à la Coupe Patrolim Clalit, le fait de mettre dehors quelqu'un pour pas lui donner des soins. C'est ça que ça veut dire. Allez, on va terminer. Allez-y, David, terminez sur votre idée et puis on va après laisser Amir répondre. Je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée au départ, Olivier. Les manifestations, l'opposition des citoyens dans la rue, dans la mesure où personne ne prend des armes, dans la mesure où ça reste des manifestations pacifiques dans leur expression, elles sont pas anarchistes, elles sont pas gauchistes, sont des citoyens qui descendent dans la rue, qui se mobilisent pour dire on n'est pas d'accord. Ça a été le cas, je le rappelle, après la guerre du Liban, qui a emmené au fait que il y a une commission d'enquête et que Sharon a dû démissionner. Ça a été le cas pour les accords du gaz où il y avait des milliers de personnes dans la rue. Ça a été le cas lorsque Netanyahou a été mis en examen. C'est normal et démocratique que les citoyens descendent dans la rue quand quelque chose se passe avec lequel ils sont pas d'accord. C'est normal. Et moi, je trouve ce qui serait
tout à fait exceptionnel et inacceptable, c'est qu'il y ait des cas de violence. Pour l'instant, que je sache, les cas de violence que l'on connaît dans l'histoire de l'État d'Israël viennent de la droite et de la droite extrême. Alors, que ce soit l'assassinat de Rabin, que ce soit la grenade qui a été jetée au mur des lamentations, jamais les gens du centre ou de la gauche n'ont attaqué. Aujourd'hui, on a été attaqué par la Familia, on est attaqué par d'autres leaders du Likoud ou même des extrémistes qui s'en prennent physiquement à nos manifestants. Nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement et le fait qu'on s'oppose à un projet de loi. David, on va laisser répondre Amir. Non, mais on est en plein. Là, malheureusement, c'est triste, mais David participe au délire. Non, pas de délire, non. C'est du délire complet. Personne ne vous empêche de manifester, que je sache. Le fait est que vous manifestez, que vous continuez, que personne ne vous empêche. Alors ensuite, qu'il y ait quelques têtes brûlées, oui, il y en a. Je n'ai pas de bons mots à dire sur des gens qui utilisent la violence, peu importe qui ils sont d'ailleurs et d'où ils viennent. Donc ça, c'est évident qu'on est tous unis et d'accord sur le fait que la violence est parfaitement intolérable, d'où qu'elle vienne. Ça, c'est clair et net. Mais autant que je sache, personne ne vous empêche de manifester. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Amir, moi j'étais dans les manifestations, vous n'y étiez pas. Moi j'ai vu le Yamam tomber sur des gens et moi j'ai été mis au sol. J'ai été mis au sol, non. Et j'ai rien fait de mal. Bien que ça vous a pas dérangé quand il y a eu la Hitnatkut et que la police a mis des filles de 14 ans en prison pour rien. Parce que simplement c'est des manifestations, mais là on n'avait plus entendu la gauche manifester. Mais Amir, je suis pas d'accord. Non, vous prenez la Hitnatkut, mais on peut prendre les Haredim. La façon dont les Haredim sont traités dans leurs manifestations n'est pas acceptable non plus. Les Éthiopiens non plus. On va devoir terminer. On va vous laisser chacun une minute. On va laisser chacun une minute pour conclure. On commence avec Amir. Voilà, donc pour conclure, moi ce que je dis, d'abord, tout le monde a le droit de manifester, il n'y a aucun problème là-dessus, évidemment. C'est pas du tout la discussion. Je pense qu'on est évidemment en pleine hystérie. Personne ne va atteindre à la démocratie, aux droits de l'homme. Tout ça, c'est parfaitement ridicule. Le moment est venu du point de faire les réformes constitutionnelles attendues depuis des dizaines d'années pour ramener à Israël l'équilibre entre les pouvoirs qui a été brisé dans les années 90 par Aaron Barak et d'autres personnes de ce genre. Et c'est ce que nous allons faire, et nous allons réussir. Et je pense qu'Israël, dans 1 an ou 2, sera de nouveau et à nouveau un pays véritablement démocratique où la souveraineté appartiendra et appartient au peuple, comme il se doit dans un régime démocratique, et pas une oligarchie gauchiste qui représente peut-être 10% de la population. David, pour terminer. Je vais répondre à ça en termes de conclusion. La première chose, 1995, 2023, un peu plus de 1000 lois votées, 22 seulement, et toutes ces 22 lois qui ont été retoquées étaient liées à la question de l'égalité des droits. Donc voilà, pour nous expliquer ce que c'est que l'activisme de la Cour suprême, de grâce. Non, aujourd'hui, moi, je considère, comme beaucoup de gens qui sont dans la rue, que la démocratie est, oui, en danger. Je considère qu'on doit le dire, qu'on doit le manifester et qu'on ne peut pas laisser Yariv Levin aller au bout de cette réforme de façon unilatérale, sans réfléchir à une base beaucoup plus large pour qu'il y ait une réforme de la justice dont certains aspects sont effectivement discutables. Ceci étant, moi, j'ai le sentiment que, comme le dit, il y a une citation qui dit, lorsqu'on dit que la démocratie va mourir, qu'on crie au loup, on nous dit mais c'est trop tôt, pourquoi vous dites ça, c'est trop tôt. Le problème c'est qu'une fois que la démocratie a été enterrée et on l'a exhumée, alors à ce moment-là on dit ah bah oui mais c'est trop tard. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui ce qu'on appelle les garde-fous d'une démocratie sont affaiblis, les garde-fous deviennent de facto les citoyens qui se mobilisent et qui descendent dans la rue et qui disent ça ne peut pas passer. Très bien, on va terminer par ça en guise de conclusion. En tout cas, merci. On a quand même essayé d'avoir, on a quand même réussi d'avoir quand même certains dialogues. Donc c'est pas si mal. Donc merci d'avoir participé à ce débat, Amir Weitman et David Banichou. Merci beaucoup et à bientôt. Shalom. Merci. Shalom.